Bonjour les amis, dans cette vidéo que vous allez voir, vous allez trouver l'interview de Nassim Haramein et de André Charbonnier. J'ai eu la chance de les interviewer suite à la conférence que Nassim Haramein a donnée à Genève début avril sur ce qui est le champ unifié. Le champ unifié est une théorie que tous les physiciens recherchent depuis la nuit des temps et c'est justement Nassim Haramein qui est parvenu à trouver quelque part cette donnée. Et donc, suite à sa conférence, je l'ai demandé en interview et il a accepté avec beaucoup de gentillesse. André Charbonnier était présent aussi. André Charbonnier, comme vous le savez, c'est un enseignant français, enseignant en spiritualité, en psychologie, qui a élaboré la méthode qui porte son nom, la méthode Charbonnier. À un moment, vous allez voir que André Charbonnier est hors champ et dans ce moment-là, je mets sa photo et puis plus tard, il se retrouve devant la caméra et vous allez le voir avec Nassim Haramein. J'ai eu le plaisir d'interviewer ces deux hommes et le résultat de cette expérimentation, vous allez la trouver dans cette vidéo. Donc je vous la laisse découvrir et j'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à les entendre parler, à discuter sur des choses essentielles de l'existence. Je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour à tous, je suis Nadejda Charova. J'ai un immense plaisir aujourd'hui d'être en compagnie de Nassim Haramein. Bonjour Nassim. Bonjour. Nassim est physicien. On vous doit des avancées absolument phénoménales dans le domaine de la physique, pour ne pas dire des révolutions. Ce qui vous a amené à reformuler la théorie de champ unifié, la nature du vide, dans lequel le proton occupe une place centrale. Oui. Je voudrais axer cette interview sur l'humain, sur l'humain que nous sommes, parce que nous faisons expérience de ce qui est à partir de notre corps. Nous savons que notre corps est régi par la biologie. La biologie est prépondérante. Mais vous, en tant que physicien, en tant que chercheur, avec vos découvertes sur la nature du réel, comment vous définiriez un être humain ? Oh, ça c'est une grande question. c'est une grande question parce que la biologie c'est complexe, c'est très complexe. En fait, la biologie, elle s'explique mal dans les théories de physique standard parce que les théories de physique standard font des hypothèses que l'univers est aléatoire. Et dans un univers aléatoire, évidemment, la complexité d'un système biologique ne s'explique pas très bien, ne s'explique pas du tout en fait. Et donc, il n'y a rien dans la physique quantique ou dans la physique relative qui explique comment un être humain peut devenir possible dans notre univers. C'est beaucoup trop complexe. On est fait de à peu près 100 000 milliards d'atomes, de cellules. Chaque cellule est faite de 100 000 milliards d'atomes. C'est beaucoup, c'est très complexe, c'est très avancé. Il y a des milliards et des milliards de changements de chimie qui se font dans notre corps à tous les secondes pour que tout ça fonctionne. Il n'y a pas d'erreur. Hein? Il n'y a pas d'erreur parce que s'il y avait des erreurs, même que pour quelques secondes, on aurait une très mauvaise journée. Et de penser que tout ça se fait au niveau aléatoire, quand on fait les calculs de possibilités que ça soit possible que ça arrive par chance, c'est absolument inconcevable. Alors, il n'y a pas de théorie claire, à part les théories qui émergent maintenant, qui définit cette possibilité d'un système si complexe qui se crée et évidemment un système complexe qui se crée puis qui éventuellement devient conscient de lui-même, un système qui devient conscient de son indépendance relative à l'univers. Ça c'est encore plus difficile à expliquer. Mais là, c'est une nouvelle théorie d'unification qui disent quelque chose de différent à propos de la matière,
commence à pouvoir l'expliquer. Vous avez nommé la conscience. Vous pouvez nous expliquer un peu plus ce que c'est? Oui. D'après ce qu'on découvre, la conscience, c'est le résultat, et ça, je viens de publier l'année passée un papier, un manuscrit sur, c'est mon premier en biophysique, où je décris le phénomène de la conscience un peu différemment qu'un phénomène du cerveau qui a une illusion de contenir d'une la expérience, ouais, de contenir la conscience, ouais. Donc, elle est située où? Elle est située où, la conscience? Et comment on est relié à la conscience? Oui, c'est une bonne question. Et quand on regarde ces équations que j'ai écrites pour décrire l'unification des forces en physique, elle dit quelque chose de beaucoup plus fondamental, très différent de qu'est-ce qu'un atome, qu'est-ce qu'un proton dans le noyau d'un atome, et quelle est la structure de la matière, comment la matière crée la chose qu'on appelle la masse et l'énergie et les forces. Et ces équations qui maintenant ont été confirmées par des expérimentations en laboratoire, dans des accélérateurs, et on a pu faire des prédictions, et ces prédictions ont été confirmées, et ils sont très précises. Cette théorie dit que, en fait, la matière, c'est un échange d'informations entre un champ d'informations qui est présent partout dans l'espace. Et quand il y a un échange d'informations dans une région de cet espace, il y a là un résultat qu'on appelle de l'énergie ou de la masse qui crée la gravité. Donc ça dit quelque chose d'un peu différent qu'un atome peut être, le concept qu'un atome peut être isolé de tous les autres atomes dans l'univers. Ça dit en fait que chaque atome est connecté à tous les autres atomes dans l'univers, tout est intriqué ensemble, et que l'information qui passe dans cette intrication, dans ce réseau d'atomes, dans ce réseau de particules, crée ce qu'on appelle les masses et les forces qu'on observe dans notre monde de tous les jours. Et vous pouvez imaginer que ça veut dire que les systèmes d'organisation qui créent la biologie, par exemple, ne sont pas aléatoires. Ils s'organisent parce que l'univers est informé, puisque l'information continue à circuler en loop feedback, en loop rétroactive. Donc, l'information se passe, l'univers sait ce qu'il fait. Si l'univers sait ce qu'il fait, parce que c'est de l'information qui passe, et je veux stresser que ça donne les bonnes réponses en physique, c'est pas que de la philosophie, ça veut dire que il y a une organisation fondamentale. La conscience, c'est quelque chose qui est présent même au niveau atomique. C'est quelque chose qui est présent non dans l'atome ou dans le cerveau comme un phénomène du cerveau, mais qui est que le cerveau, que l'humain, que tout notre corps, que tous nos atomes, on crée comme une antenne, on est comme des antennes qui sont connectées à un champ d'information, un réseau d'information qui fait partie de l'univers et qui nous donne cette capacité de prendre de l'information, de recevoir de l'information et de remettre de l'information dans ce champ après notre interprétation. Et ce champ, donc, nous redonne en loop rétroactive l'expérience que nous avons. C'est donc tout un réseau d'informations qu'est la conscience à tous les niveaux de la matière.
Mais puisque notre corps physique est fait de ces particules, des mêmes particules qui sont dans le non physique, on peut dire ça comme ça veut dire que quelque part, nous portons à l'intérieur de notre corps toute l'information qui est disponible dans le cosmos. Est-ce que c'est quelque chose comme ça? Oui. En fait, quand on fait les calculs, on peut voir que toute l'information, par exemple, de tous les protons de l'univers est présente dans un proton. Ça s'appelle un système holographique. Et c'est l'échange d'informations, parce que c'est pas un hologramme qui est constant, c'est un hologramme qui est vivant, qui est constamment en train de changer. Donc, à chaque billième de seconde, ça s'appelle une seconde de Planck, il y a tout le système apprend sur lui-même, et donc on fait partie d'un réseau universel. Donc, quand on interprète le champ d'information autour de nous, qu'on appelle la matière, qu'on appelle notre univers, on informe l'univers de notre observation, qui n'est pas la même de l'un à l'autre. Vous observez l'univers de votre angle d'observation, j'observe l'univers de mon angle d'observation. C'est pour ça qu'on est un peu différents, on n'a pas les mêmes empreintes digitales, on n'a pas les mêmes rétines dans des yeux, et donc, parce qu'on reçoit un peu d'informations différentes, quand on regarde la caméra, on la voit de différents angles, on obtient un peu d'informations différentes, donc on donne un peu d'informations différentes à l'univers. Après, le champ d'information nous donne une forme un peu différente, puisque dans la loupe de rétroaction, notre expression de l'univers littéralement imprime notre corps, imprime notre structure de façon un peu différente. Ce que j'aimerais comprendre, qu'est-ce qui fait qu'avec ces capacités absolument incroyables, extra-humaines, nous nous sentons quand même dans une certaine forme de limitation, ne serait-ce que sur le plan de psychologie, vous voyez, en fait, comme si on était déconnecté de nos plans potentiels. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette déconnexion? Qu'est-ce qui fait qu'il y a cet rapetissement, en fait, de conscience humaine, en tous les cas? C'est une illusion optique. C'est une illusion optique. Oui, mais pas seulement optique, c'est une illusion sensorielle. C'est-à-dire qu'on assume que parce que vous êtes là et moi je suis ici, parce que l'arbre de l'autre côté de la rivière ou du lac de Léman, il est là-bas et moi je suis ici, qu'il n'y a pas de connexion entre toutes ces choses. Mais quand on regarde la nature, on voit des connexions partout, c'est-à-dire toutes les choses sont dépendantes sur les autres choses. Et aussi, en laboratoire, quand on voit les particules qui sont intriquées, on sait qu'ils peuvent être à des distances infinies et continuer à être intriqués. Que quand on change cette particule, l'autre change instantanément de l'autre côté de l'univers. Et on sait que ça arrive à des vitesses plus vite que la vitesse de la lumière, puisque c'est instantané, même si les distances sont très, très grandes. Et ça, ces expérimentations-là, on les a reproduites depuis très longtemps en laboratoire, et on les a fait sur des très grandes distances. Et on sait que c'est instantané. Alors, on le voit, même au niveau quantique, que les choses peuvent être intriquées. Mais on a fait des conclusions pas nécessairement claires là-dessus. Par exemple, on assume qu'il y a des particules qui sont intriquées et qu'il y a des particules qui ne le sont pas. Mais ça, c'est parce que les particules qui sont intriquées, c'est ceux qu'on produit dans le laboratoire et où on peut mesurer les deux particules. Alors que quand on change celle-là, on peut mesurer le changement qui arrive sur l'autre. Mais imaginez que cette particule au bout de mon doigt, elle est intriquée avec une autre particule de l'autre côté de l'univers. Quand je change celle-là,
je ne me rends pas compte que je change quelque chose de l'autre côté de l'univers. Et de là vient notre impression que ce qu'on fait, ça n'a pas beaucoup d'influence, notre cercle d'influence est très petit, que peut-être on est rien dans l'univers, on est très petit, on n'a pas beaucoup d'impact, que ça fait pas grand-chose. Si on coupe tous les arbres ici, c'est pas grave, il y a d'autres arbres là-bas. Et ce sentiment qu'on peut faire un peu n'importe quoi et que ça n'a pas vraiment de conséquences. Mais donc, si on coupe les arbres aussi, c'est forcément, donc, quelque part, il y a aussi les arbres qui vont tomber, puisque tout est connecté, c'est-à-dire, c'est... Exactement, on le voit dans la nature, on le voit dans l'environnement maintenant, qu'on a fait des grands dommages sur notre environnement. On voit que les forêts, par exemple, en Amérique du Sud, si on les rase, ça a des impacts sur l'environnement, ça a des impacts sur les systèmes de météo, tout ça, ça a des impacts sur les niveaux d'oxygène, et ça, c'est un impact global. Donc, tout est relié, tout est connecté à des niveaux très profonds, au niveau même atomique, et de réaliser ça, de réaliser notre potentiel. C'est ça la prochaine épreuve. En fait, il nous faudrait changer complètement la forme de notre pensée et l'habitude de penser. Oui. Quelque part, on ne peut pas émettre des pensées négatives ou des souhaits qui ne vont pas vers la vie. Oui, toutes nos actions, toutes nos pensées. Et je pense que le premier pas, c'est de réaliser, premièrement, la matière, c'est fait de 99,99999% d'espace. Cet espace n'est pas vide, il est plein d'énergie, ça on le sait au niveau quantique. Et en fait, maintenant on découvre au niveau quantique, pas juste moi, beaucoup d'autres physiciens trouvent que cette énergie au niveau quantique, elle peut être décrite en fait d'information, et donc de réaliser qu'on est dans un champ d'information et qu'on échange de l'information avec ce champ. On l'appelle la matière. Et quand on agit sur la matière, quand on agit sur nous, quand on pense des pensées, quand on fait des choses, on a une influence sur... La globalité. Oui, la communauté globale, la communauté, toute la matière, tout l'univers, en fait, est affecté par nos actions. Maintenant, évidemment, on est très petit en relation avec l'univers. C'est pas juste nous qui avons toutes les choses, ont un impact dans l'univers, mais c'est là qu'on se rend compte qu'enfin, on est dans le milieu d'une danse avec cette structure universelle, et que si on est attentif, cette structure universelle, elle nous informe. Il y a de l'information, il y a de l'information presque à l'infini dans notre potentiel atomique, même dans notre corps, et qu'on peut y avoir accès. Justement, comment faire l'expérience de l'accès? Parce que le savoir sur le plan du mental, sur le plan de la compréhension, c'est une chose, et c'est très bien de se dire qu'une autre réalité est possible. Mais comment vraiment en faire l'expérience pour dire, mais c'est vraiment ça? Oui, ça c'est peut-être pas assez évident, mais il y a quelque chose qui arrive, dans les mœurs des gens, dans la vie de tous les jours, il y a des choses qui arrivent on ne porte pas nécessairement attention, vous savez, et c'est des indices. Par exemple, vous pensez à quelqu'un, et tout d'un coup, cette personne vous envoie un texte ou vous appelle. Vous arrivez quelque part que vous n'avez jamais été, mais ça vous semble comme un endroit que vous avez déjà été, un endroit familier. Hein?
vous avez, par exemple, ce que les gens appellent des déjà-vus. Des choses comme ça. Il y a toutes sortes de choses qui sont des petits indices, des expériences que la plupart des gens ont, qui sont des petits indices qu'il y a quelque chose plus profond que ce qui apparaît à nos sens, à nos 5 sens. Et si on porte attention à ces choses, des synchronismes qui se passent, des synchronicités qui se passent, on peut essayer de les influencer, c'est-à-dire d'avoir de plus en plus de synchronicité, de mettre des attentions dans ce champ. On peut communiquer avec le champ. On peut communiquer avec le champ. Et on peut améliorer notre capacité à communiquer avec le champ. On communique déjà avec le champ puisque ces équations nous disent que notre conscience, en fait, c'est cette communication avec le champ. Mais si on en devient conscient, on peut accroître notre influence sur le champ. Il est toujours disponible. Il est toujours disponible, puisque vous êtes en vie, vous avez la conscience, vous êtes en contact avec ce champ. Mais il va peut-être avoir plus ou moins de résistance à être capable de l'influencer, ce champ. Ça prend de la pratique, ça prend une attention, ça prend... Alors, au moins d'essayer de rentrer en contact avec consciemment, c'est important. Et je pense que ça, c'est la base de la méditation, de prendre du temps pour soi chaque jour pour essayer d'aller vers l'intérieur et de connecter avec nos atomes, de connecter avec notre existence. Avec notre cosmos intérieur. Avec notre cosmos intérieur, notre connexion intérieure qui nous connecte à tout ce champ d'information. Et je pense que de plus de temps qu'on peut passer à faire ça, même si c'est 5 minutes par jour, ça fait une très grosse différence dans notre vie et notre capacité d'influencer ce champ d'information. Oui, c'est très très important d'être conscient vraiment de cette comment dire, nature de réel, de la vastitude de la nature de réel. C'est très important de modifier, de sortir du cloisonnement dans lequel on s'est inscrit finalement par l'éducation et par la programmation quelque part qui existe sur cette terre. Oui, exactement. Et par des conclusions qui ont été faites qui ne sont pas nécessairement adéquates pour décrire notre univers. C'est-à-dire que l'univers est complètement aléatoire, que les choses ne sont pas... Il n'y a pas d'ordre et que en fait, la vie, ce n'est pas quelque chose qui a une significance très grande dans l'univers. Que la vie est un hasard. Oui, que la vie est un hasard et que en fait, ce qu'on fait ou qu'on ne fait pas, ça n'a pas vraiment d'influence. C'est vraiment déconnecté du reste de l'univers. Et ça, c'est... Ce qu'on découvre, c'est que c'est complètement faux, que en fait c'est exactement le contraire, que tout a une influence sur tout. Tous les cadres de référence sont importants pour l'univers puisque tout influence tout et tout informe tout. Et donc nous sommes un des channels, C'est ça, nous sommes vraiment des canaux parce qu'en fait ma question était, mais puisque cet univers est tellement déjà sachant, tellement sage, pourquoi il a besoin de nous, les humains? En quoi on peut l'enrichir, en quoi on peut lui apporter quelque chose de substantiel? Oui, parce que, comme je disais plus tôt, votre angle d'observation sur l'univers est spécifique à vous. Il n'y a personne qui va observer l'univers à partir de votre angle d'information. Alors, l'univers compte sur vous pour enrichir sa propre expérience. Oui, à travers vos yeux, à travers vos sensations, à travers votre interprétation, l'univers apprend sur lui-même à partir de cet angle
que vous vous occupez. Il n'y a rien d'autre dans l'univers qui occupe cet angle d'observation sur l'univers, et donc il a besoin de tous ces angles d'information pour comprendre ce qu'il est et pour évoluer, pour créer des systèmes de plus en plus complexes, des systèmes qui vont de plus en plus en profondeur dans sa compréhension d'eux-mêmes. Je voulais vous poser la question sur la notion de l'espace-temps que vous avez modifié en fait. Vous avez dit que ce que dit Einstein, c'est pas exactement réel, qu'il y a un espace mémoire. Oui, mais ce qu'Einstein a découvert, c'est qu'on peut décrire la gravité d'après la courbure de l'espace-temps. C'est-à-dire que l'espace est géométrique et qu'il peut avoir, il peut être plié, il peut être courbé dans des régions où il y a de l'énergie ou de la masse, et que les masses sont attirées l'une à l'autre à cause de cette courbure de l'univers, de l'espace-temps. Mais il n'a pas décrit c'est quoi l'espace-temps. Il a décrit cette courbure, il a décrit les mathématiques pour décrire la gravité à partir de cette courbure, mais il n'a pas décrit c'est quoi la substance qui fait l'espace-temps. Et moi, ce que j'ai trouvé, c'est que, en fait, contrairement à ce qu'il a pensé, l'espace-temps n'est pas un continuum quantique, c'est-à-dire qu'au niveau quantique, il est discret. C'est comme des grains, mais c'est des petits grains, comme des pixels, comme des voxels, des pixels avec des volumes, des petites sphères à des grains très, très, très petits qui sont à l'échelle de ce qu'on appelle l'échelle de Planck, qui sont des oscillations électromagnétiques. Comme une oscillation électromagnétique dans un ordinateur peut avoir une bit d'information, on peut penser à une bit d'information qui est une oscillation électromagnétique de la structure de l'espace au niveau quantique. Et donc, c'est beaucoup plus précis d'appeler l'espace mémoire au lieu de l'espace-temps, parce que sans la mémoire, il n'y a pas de temps. Si on ne se souvient pas de la minute d'avant, on ne saura pas qu'il y a une flèche de temps qui crée l'évolution. Et puisqu'on voit l'évolution dans l'univers a la mémoire. Et donc, la mémoire, c'est l'information sur la structure de l'espace qui est partout au niveau quantique. Et notre mémoire, on ne la trouve pas dans notre cerveau parce qu'on est connecté comme une antenne à ce champ d'information qui a toutes les mémoires dedans, comme le disque dur de l'univers. Et nous sommes la mémoire active de l'univers, et on prend la mémoire sur cette disque dur holographique qui nous donne accès à toutes ces mémoires au niveau de l'univers. Et alors, où est situé le mental dans ce cas-là? Le mental, c'est l'interprétation de l'information quand elle est captée par l'antenne cristalline brio-énergétique de notre corps. C'est pour ça que beaucoup de découvertes et beaucoup de gens qui sont considérés des génies, qui ont fait des grandes découvertes dans l'histoire, ont souvent dit, mais moi, mes découvertes ou la façon que j'ai découvert les choses, ce n'est pas nécessairement par la logique directe, mais c'est par des moments d'instinct profond, de réalisation profonde. En anglais, on dit gut feeling, you know, et à partir de là, ils ont intellectualisé ce sentiment qu'ils ont eu, cette information qu'ils ont eue,
et ils ont peut-être écrit des équations, ou ils ont écrit sur ce phénomène, et ils l'ont développé. Mais l'information initiale venait d'un sentiment, d'une arrivée d'information, on pourrait dire un download d'information, directement de ce champ d'information. Et donc, je reviens à notre corps, à notre cerveau. Donc, quel est le rôle de notre cerveau? Puisqu'il est plein entièrement dans la matière, dans le corps, oui. Puisqu'il ne contient pas tout ce qu'on vient de nommer, il est là pourquoi? Le cerveau, il fait partie du système biologique d'oscillation qui en fait beaucoup d'eau. Il y a presque 70-80% d'eau dans le système, et de l'eau et des minéraux. Alors, il y a toutes les fonctions biologiques, comme le cœur qui bat, c'est une oscillation, boum, 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 la respiration, les fluides qui montent dans la colonne vertébrale et qui vont dans le cerveau et tout ça. C'est comme, vous pouvez penser à ça comme l'oscillation d'une antenne. Alors, tout ça, c'est comme une antenne holographique, si vous voulez, qui est en contact avec un champ d'information à une fréquence très précise, la fréquence que vous êtes. Toutes nos antennes sont un peu différentes. Et ils reçoivent, ils captent a set of information, un groupe d'informations, une fréquence d'information qui est spécifique à vous et qui est spécifique à votre expérience. Et donc, si on s'en rend compte, on peut changer la fréquence de notre antenne. On peut, ou bien, plus précisément, on peut comme sur une radio, on peut amener l'antenne à être synchronisée sur une station plus claire ou une station moins claire. Il peut y avoir, comme dans les anciennes radios, vous savez, quand vous changiez d'une station à l'autre, si vous n'étiez pas tout à fait sur la station, il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de craquements mais si vous arriviez sur la station, là, c'était clair. Si notre antenne n'oscille pas de la bonne manière, s'il y a trop de difficultés pour que l'antenne oscille, il y a moins d'informations qui peut passer. Mais ça peut être régularisé quand on remet l'antenne au bon canal. Oui. Je pense notamment les peurs sur lesquelles travaille André. Je pense que les peurs, c'est vraiment des modificateurs quelque part de l'antenne, c'est-à-dire les peurs conscientes et les peurs inconscientes qu'on peut porter à l'intérieur de nous, que ça vient vraiment comme un parasitage. Oui, c'est ça. C'est ces peurs qui viennent modifier toujours la perception de l'illusion, en fait. Puisque être au monde, c'est être dans l'illusion de la séparation alors qu'on n'est pas séparés. Et donc on vit dans une forme d'espace que l'on se croit, nous, avoir une forme. Et le but, ce serait d'essayer de se souvenir que justement, on n'est pas séparés. Oui. Et tout ce qui va nous séparer, eh bien, c'est des illusions. Ça peut être des illusions physiques. Je vois bien que tu es là, puis moi que je suis là. Mais ça peut être des illusions qu'on se construit nous. Par exemple, j'ai peur de parler en public. Et là, je mets une illusion de séparation, que je vais être maltraité ou que je vais avoir honte ou un truc comme ça. Oui. Et on sait que les peurs changent quand notre rythme cardiaque, il change notre façon de respirer, il change beaucoup de choses, les sécrétions d'hormones et tout ça dans notre corps. Et donc, ça rejoint ce que je disais aussi, c'est que l'antenne, elle peut être, les biorhythmes de notre corps peut avoir l'antenne bien sur le canal, ou quand les peurs viennent, le biorhythme devient incohérent, l'antenne se détune,
désharmonise, et là on perd, là il commence à avoir du bruit sur la station de radio. Et donc ça serait, dans un premier temps déjà, de revenir dans un fonctionnement naturel de l'être humain, ramener l'être humain dans son fonctionnement naturel, pour après effectuer les étapes que vous décriviez sur une connexion, à raser l'illusion. Oui. Donc, je travaille sur mes peurs pour me délivrer de mes peurs, je travaille sur mon corps pour remettre mon corps en état, et puis quand mon corps est en état, puis que mon psychisme est en état, après je peux envisager une autre étape d'arriver vers la cohérence et la compréhension de comment fonctionne l'univers. Oui, mais c'est les relations entre notre état énergétique, mais aussi notre état émotif, est très clair quand on prend des mesures, quand on essaie de trouver, par exemple, les sécrétions d'hormones et tout ça. C'est très clair, mais aussi au niveau des gènes. Et maintenant, la science épigénétique nous montre très clairement que notre état émotif a un impact direct sur nos gènes à un niveau très profond, où on pensait que les gènes ne pouvaient pas être modifiés, qu'on était né avec une certaine configuration et qu'on restait avec. Mais qu'en fait, les gènes sont modifiés par notre état. Et notre état émotionnel est fondamental à cette modification. Et donc, on peut voir qu'il y a un changement très spécifique quand les peurs viennent. Et comme vous disiez, ces peurs sont toujours reliées à un sens d'isolation, à un sens de séparation, à un sens qu'il y a quelqu'un qui nous fait quelque chose ou qu'on ne réussira pas à faire quelque chose et qu'on est isolé du reste et qu'on est séparé. Alors qu'il y a toutes les preuves maintenant pour conclure qu'en fait, on ne peut jamais être séparé, que tout est connecté à un niveau très profond, à un niveau atomique même, et que en fait l'univers est tout là en train de nous encourager, et le fait c'est que on est fait d'une complexité incroyable et que c'est vraiment un miracle à chaque seconde qu'on vit, et qu'à partir de ça, je pense qu'on peut avoir ce sens de gratitude, ce sens d'empathie avec toutes les choses. Et ça nous ouvre et ça nous aide à transcender ces peurs d'isolation. Oui, c'est vraiment ça. Ouais. C'est vraiment ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas justement à propos de ça, une histoire de frontière? Moi, je vois les choses, je ne sais pas comment vous voyez ça, où mon mental croit qu'il y a une frontière entre nous, alors que en fait, il n'y en a pas, mais c'est mon mental qui la crée pour pouvoir exister. Il y a une frontière dans la matière, puisque tout est énergie. Si tout est énergie, le fauteuil, c'est aussi de l'énergie. Il y a donc une frontière entre le moment où c'est de l'énergie, puis à un moment donné, c'est plus densifié. Là, à cet endroit-là, il y a une frontière. Est-ce qu'on la mesure en physique, cette frontière? Non, mais justement, on ne la trouve pas. C'est-à-dire qu'on voit... les gens pensent que la matière est faite de particules. Mais quand on analyse vraiment en physique quantique, c'est quoi une particule? Tout ce qu'on trouve, c'est une délimitation dans l'espace. Une délimitation qui est faite d'un champ électrostatique. Et un champ électromagnétique et donc, tout ce qu'on peut vous dire à propos de la matière, c'est qu'il y a des champs électromagnétiques qui interagissent, qui donnent l'apparence qu'il y a l'espace et qu'il y a de la matière. Et alors qu'en fait, si on regarde très près, ce qu'on réalise, c'est qu'il y a l'espace et il y a de l'espace plus dense. Où il y a de l'espace avec des champs électrostatiques
qui sont qui se cognent, qui sont une espèce de cohérence. Oui, c'est ça. Et où à d'autres endroits, il n'y a pas ces délimitations. Hein? Alors, on dit il y a une particule. Par exemple, quand on regarde la particule du proton ou d'un électron, tout ce qu'on peut dire à propos de cet endroit, c'est qu'il y a un volume, dans le cas du proton, qui a un champ électrostatique plus dense. Donc en fait, ce qu'on mesure, c'est une pulsation. Oui, une oscillation. Une oscillation. De l'espace. Et on se dit, s'il y a une oscillation, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose là. Mais on ne voit pas, les gens s'imaginent qu'il y a des boules de billard, comme, ou s'ils sont dans le sud de la France, ça peut être des boules de pétanque. Mais, en fait, quand on est vraiment précis sur ce qu'on voit, ce n'est pas du tout ça. Tout ce qu'on voit, c'est des délimitations faites par des champs électrostatiques, des champs électromagnétiques dans la structure de l'espace. Et donc, puisque la matière, comme résultat, ce qui n'est pas le champ électrostatique, c'est 99,9999999% d'espace. Ce qu'on appelle la réalité, c'est de l'espace délimité. Hein? Et c'est ça qui nous donne l'impression qu'il y a une séparation. Alors qu'il n'y en a pas. C'est un peu comme si les poissons dans l'eau ne réalisaient pas qu'il y a de l'eau. C'est ça. Parce qu'il y a de l'eau partout. Alors, il n'y a pas d'endroit où ils ont l'impression qu'il n'y a pas d'eau, alors ils ne savent pas qu'il y a de l'eau partout. Et là, s'il y a un vortex dans l'eau ici, ce vortex, ça donne une structure qui apparaît séparée. Parce qu'ils ne savent pas qu'il y a de l'eau entre eux et ce vortex. Hein? Alors, ils voient le vortex et ils pensent, moi je suis ici, et le vortex, il est là, il n'y a rien qui nous connecte. Mais, en fait, c'est l'eau qui fait le vortex. Et c'est là que la différence, ce qu'on commence à découvrir en physique, et pas juste dans mes théories, dans les théories, d'autres théories qui sont écrites par des très grands physiciens un peu partout, c'est que, en fait, il n'y a pas une séparation comme ça entre l'espace et le matériel. Et ça, c'est quelque chose qu'Einstein avait dit lui-même. Il a fait très clairement des déclarations qu'un objet, c'est une extension de l'espace. Mm-hmm. Ouais. Ce n'est pas un objet indépendant de l'espace, c'est une extension de l'espace. Et donc, ça nous donne un sens de la réalité beaucoup plus différent. Ouais. Oui. Et alors, si c'est pas l'espace-temps, mais l'espace-mémoire, si on pouvait visualiser cette idée de séparation à l'univers lui-même, si on pouvait l'appliquer à l'univers lui-même, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je ne sais pas comment le dire autrement, que j'ai toujours eu l'intuition que ce qui faisait les frontières de l'univers, c'était d'un côté le soi-disant Big Bang, vers le haut, si je puis dire, et puis vers le bas, le zéro absolu. Ce n'est pas évident comment cette expansion est arrivée. Premièrement, il y a une expansion dramatique, des milliards de fois plus vite que la lumière, qui est arrivée tout de suite après le Big Bang, dans la première seconde du Big Bang, et qui a fait la grandeur de l'univers presque en entier, instantanément. Presque instantanément. Et ça, c'est pas bien adressé en physique, c'est pas bien décrit en physique. La théorie du Big Bang n'est probablement pas complète du tout. Elle n'explique pas d'où vient l'énergie pour créer le bang, pour créer la matière, pour créer l'espace dans l'univers. Et donc, il y a quelque chose de plus fondamental qu'on découvre en ce moment. Et c'est
je reviens à ce champ d'information. Ce champ d'information, il est ça s'appelle Zero Point Energy, l'énergie 0.0, et parce qu'il est au niveau des 0 Kelvin. D'accord. Et donc, le 0 Kelvin, il est partout à ce niveau de l'information. Et ça montre que même à absolu zéro, ouais. il y a encore des oscillations. Ah oui, alors que je croyais, moi, justement, que le zéro absolu, il n'y avait plus de vie, alors que la vie était mouvement. Oui. Et là, on découvre que le zéro absolu, il y a du mouvement quand même. Il y a du mouvement quand même. Et quand Einstein a essayé de calculer combien de mouvements il y a, même au zéro absolu, il a trouvé que c'était énorme. C'était énorme. Et donc, cette énergie, Zero Point Energy, ou cette énergie du vide, qui est appelée de cette façon en physique, ce n'est pas une petite énergie, c'est une très grande énergie. Et c'est de là que je suis parti pour dire, mais cette énergie, peut-être, c'est la source de la matière. Et là, ça donne une vision très différente de la création de la matière, du concept de Big Bang, et de la création de l'organisation dans la matière qui éventuellement fait la biologie, fait les humains, et la complexité qui éventuellement devient consciente d'elle-même et devient un humain qui se demande comment je suis arrivé là et qu'est-ce que c'est cet univers dans lequel je suis. Excellent. Génial, on est arrivé au point d'où on est parti. On a fait le tour. Oui, on a fait le tour. Merci beaucoup, Nassim Haramein, Merci. pour votre présence et pour vos explications et pour votre travail et pour votre énergie, l'énergie de vie que vous déployez, que vous donnez à nous et que vous partagez avec le plus grand que nous. Ah, mais c'est mon plaisir. Merci de m'avoir sur votre émission. Puis à la prochaine fois. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci André Charbonnier aussi. Merci, oui, c'est Pour un votre grand présence. bonheur d'être là. Merci.